La psychanalyse et la société avec Joseph Zudas. Psychanalyste à Périgueux et responsable du centre de consultation Gabriel Laccueil. Bonjour chers auditeurs de Radio Libre en Périgord, je reviens vous informer. J'ai été occupé pendant un long moment après les vacances. Aujourd'hui, je voudrais parler de ce qu'on appelle la bipolarité. Je remarque qu'à partir du centre de consultation et dans ma pratique d'analyste, qu'il semble y avoir des modes comme ça. Je reçois beaucoup de femmes qui disent avoir été en couple avec des pervers narcissiques. Par exemple, il y a un ouvrage d'une femme au nom basque, Etcheverry peut-être, ou Etchegaray, qui a sorti un livre sur les pervers narcissiques. Et depuis, on peut s'auto-diagnostiquer. En plus, les réseaux sociaux proposent comme ça un repérage de signes qui fait que du coup, on n'a plus besoin d'écouter les gens. On les observe comme des objets d'ailleurs, et à partir de là, on s'auto-diagnostique, on diagnostique l'autre. Eh bien, la bipolarité semble avoir été prise exactement de la même façon. Il y a un livre très facile à lire d'un psychanalyste anglais qui s'appelle Darian Leader, qui a écrit aussi des livres intéressants sur les relations amoureuses, par exemple. Et son livre, qui est paru chez Albin Michel, porte comme titre « Bipolaire vraiment ». Alors, je vais un peu suivre sa lecture, que je rends accessible comme ça, parce que vous n'avez pas le texte. Après la guerre, on va décrire une période comme l'âge de l'anxiété. Le grand poète William Oden fait paraître en 1947 un long poème qu'il appelle « L'âge de l'anxiété » et qui va désigner cette période de menace nucléaire et d'angoisse d'après-guerre. Les années 80-90 vont être comme les années, le temps des antidépresseurs. Et maintenant, on vit à l'ère bipolaire. Un diagnostic appliqué autrefois à moins de 1% de la population s'est répandu à tel point qu'on estime désormais à presque 25% la proportion d'Américains qui souffriraient d'une forme ou d'une autre de bipolarité. Et on prescrit communément des stabilisateurs d'humeur à des adultes, aussi bien qu'à des enfants, et d'ailleurs aux enfants, 5 fois plus qu'il y a 20 ans, tandis que sur la même période, le diagnostic de bipolarité en général est devenu 50 fois plus fréquent. La question aujourd'hui n'est plus de savoir si l'on est bipolaire, mais quelle sorte de bipolaire on est. Alors, des exemples. Des comédiens, des chanteurs, comme Adam Ant, Catherine Zeta-Jones, Jean-Claude Van Damme, Stephen Free, parlent de leurs conditions bipolaires, et sur le marché du livre à succès, on ne compte plus les confessions de patients et les manuels de conseils. Les personnages bipolaires sont entrés dans la série et les films, comme l'agent de la CIA, Carrie Mathison, dans Homeland, et l'ex-prof Pat Solitano, dans Happiness Therapy. Il est même fait référence à la bipolarité dans le dessin animé pour enfants Scooby-Doo. Les guides de management recommandent d'entretenir une certaine tendance maniaque pour être plus performant sur le marché et on apprend même aux cadres dirigeants comment profiter d'un épisode maniaque pour augmenter les ventes et la productivité. Aux États-Unis, une image publicitaire montrant le mania Ted Turner déguisé en capitaine, armé d'une volonté de fer, annonce qu'il vient d'arrêter le lithium. Donc, avis à ses concurrents. Et à Hollywood, quand les stars vont chez leur psychiatre, leur agent est en embuscade pour s'assurer que les médicaments tempéreraient les phases maniaques, mais qu'ils ne les tempéreront pas trop non plus.
On assiste à la confection de traitements médicamenteux sur mesure pour chaque carrière et chaque style de vie. La confiance, l'exaltation et l'énergie qui caractérisent les débuts d'un épisode maniaque semblent être parfaitement au diapason des injonctions qui sont celles du monde des affaires aujourd'hui, de réussite, de productivité et de dévouement total. Là où règne une concurrence forcenée, où la stabilisation de l'emploi n'est plus de mise, les salariés doivent accepter des horaires de plus en plus lourds et afficher une foi toujours plus ostentatoire en leurs projets ou leurs produits. Et si jamais le surmenage et l'épuisement obligent à s'arrêter quelques jours, ce n'est pas la preuve que quelque chose cloche dans ce système. Ça fait partie plutôt du profil de poste. Les traits sous lesquels la psychiatrie classique décrivait l'attaque maniaque sont en train de devenir les signes de bon développement personnel. Guide et thérapie ne prouvent-ils plus l'estime de soi, la confiance renforcée, le bien-être? Rien n'est impossible, clame-t-il, il faut aller au bout de ses rêves. La recherche compulsive de contact avec les autres était autrefois le symptôme cardinal de la manie. Aujourd'hui, c'est plutôt une obligation. Si vous n'êtes pas sur Facebook ou sur Twitter, c'est que quelque chose ne va pas chez vous. Ce qui longtemps a constitué les signes cliniques d'une psychose maniaco-dépressive est dorénavant l'objectif des thérapies et du coaching. Loin de ces nouvelles incitations au comportement maniaque, ceux et celles qui sont maniaco-dépressifs évoquent quant à eux les souffrances impensables et les états d'agitation cauchemardesques. Voilà ce que nous recevons actuellement. Les sentiments de puissance, de confiance et d'une connexion généralisée avec le monde typique de l'état maniaque procurent à celui qui les éprouve la sensation d'être plus en vie que jamais, tout en l'amenant plus près que jamais de la mort. On a maintes fois pointé ce paradoxe de la bipolarité. Demandez à un sujet maniaco-dépressif ce qu'il ferait s'il lui suffisait d'appuyer sur un bouton pour que sa bipolarité disparaisse. Il risque fort de vous répondre qu'il n'appuierait pas. Pourtant, le même atterrira régulièrement dans un hôpital psychiatrique après avoir dilapidé toutes ses économies lors d'une crise de shopping aiguë, avoir malmené ses proches, les avoir négligés ou laissés tomber complètement, ou encore avoir risqué sa vie dans un acte d'héroïsme ou d'hédonisme catastrophique. Comment comprendre cette ubiquité nouvelle du self bipolaire? Les hauts et les bas de la bipolarité résultent-ils d'un changement historique de nature économique dans nos façons d'être, maintenant que la nécessité de sursaut d'énergie plus ou moins prolongée a remplacé l'image traditionnelle d'une vie professionnelle stable? Peut-on parler d'une vraie bipolarité, là où les psychiatres parlaient hier de maniaco-dépression? La bipolarité a beau paraître épouser les rythmes de vie étranges et convulsifs de ce début de siècle, elle n'en reste pas moins spécifique et grave, comme vous le diront tous ceux qui en font la douloureuse expérience. Voilà, je voulais pour cette reprise alerter sur ce diagnostic, autodiagnostic même, qui se propage depuis plusieurs années et qui souvent fait passer à côté d'un vrai diagnostic où on prend le temps d'écouter une personne singulière. On pourrait dire qu'on met de côté la bipolarité pour recevoir des gens qui ont une psychose maniaco-dépressive et chercher une stabilité avec eux, avec leurs moyens. Voilà, aujourd'hui, les psychiatres conseillent un traitement et disent que c'est par le traitement que se vérifie la bipolarité. Bipolaire, vraiment, je dirais ça en reprenant le titre du livre de Darian Leader. Dans ce livre incisif, ce psychanalyste anglais sonne l'alarme. Si l'on renonce à faire l'effort d'un diagnostic rigoureux, en pensant contrôler une maladie, on continuera à passer à côté d'une souffrance extrême.
il est temps de comprendre le monde des bipolaires. Aujourd'hui, on ne s'intéresse pas assez aux symptômes spécifiques. Pourquoi, par exemple, un puissant besoin de communication ou une tendance à dépenser beaucoup d'argent apparaissent-ils en phase maniaque? Les bipolaires sont ainsi très souvent soumis exclusivement à un lourd régime de médicaments. Chers amis, je vais m'arrêter là. Dans 15 jours, je poursuivrai toujours sur cette bipolarité. Et puis, évidemment, nous sommes des unipolaires, nous. À bientôt, chers auditeurs. Portez-vous bien. Vous venez d'écouter Psychanalyse et Société sur RLP.